Et c'est jamais une bonne idée d'acheter pour ces raisons-là. Regarde, t'as tout perdu. Ce qui te reste, c'est quoi? Que l'immobilier. Et donc, en 12 mois, on achète 11 biens. Il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on peut pas dire. Je crois que un premier investissement, ça doit être un investissement sécure. Au coin de ma rue, j'ai croisé Julien. Et Julien est entrepreneur, podcasteur, joueur de poker. Mais Julien est surtout là pour nous raconter comment il a acheté 11 appartements en 12 mois. Au coin de ma rue. Salut Julien. Salut Raphaël. Merci beaucoup de prendre du temps et de monter de Toulouse pour venir faire le podcast. Merci de me recevoir, en tout cas dans tes très jolis locaux. Et ben avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours avec tes propres mots? Ouais, alors je vais essayer de faire rapide. Donc j'ai 38 ans. Ok. J'ai grandi à Toulouse. Donc je suis né à Toulouse, j'ai grandi à Toulouse. Je suis parti à 18 ans à Montréal, m'exiler au Canada, dans une culture nord-américaine que je connaissais pas très bien. D'accord. Et qui m'a appris à m'ouvrir un peu sur le monde et sur la France aussi, d'avoir un regard différent. Ouais. Très, très intéressant, en tout cas en termes d'ouverture d'esprit et de gain de maturité. Ouais. Je suis revenu 5 ans après, donc j'ai fait Sciences Po là-bas. Ok. Rien à voir avec toutes mes activités après. Sciences Po, mais option communication, donc j'avais envie quand même une appétence pour la com, le marketing, la publicité. Ok. Appliqué à la politique, c'était assez restreint quand même. Donc, quand je suis arrivé en France, je suis revenu en France pour des raisons personnelles. Et quand je suis arrivé en France, j'ai pris un poste d'assistant e-marketing. Donc, c'était, on va dire, les balbutiements de l'e-commerce. On était en 2008. Et j'ai fait après, pour la faire courte, ma carrière pro en oscillant entrepreneuriat, salariat, toujours dans l'e-commerce et dans le digital, quasiment tout le temps. Donc beaucoup d'activités e-commerce que j'ai achetées, vendues, crachées aussi, arrêtées, parce que c'est aussi le propre de l'e-commerce, c'est de tester et voir si ça fonctionne. Voilà, et donc des postes de direction marketing et digital dans des groupes soit retail, soit e-commerce aussi. Et alors comment est-ce que tu es tombé dans l'immobilier ? Je suis tombé dans l'immobilier parce que ma femme avait fait une grosse erreur avec son ex-mari. Ils avaient acheté un Robien à l'époque, donc un produit de défiscalisation, pour ceux qui ne connaissent pas. Et, pourquoi c'était une erreur ? C'était une erreur parce que ils étaient, surtout son ex-mari, était obsédé par l'économie d'impôt. Et c'est jamais une bonne idée d'acheter pour ces raisons-là en immobilier. En tout cas, on ne peut pas parler d'investissement immobilier, à mon sens, quand on le fait pour économiser des impôts. Elle a bien fait de le quitter alors. Voilà, je sais pas, elle n'a pas fait pour ça en tout cas. mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'elle l'a quitté et qu'on a récupéré ce bébé, on a récupéré 50% de ce bébé. Et donc, comme on a toujours tout partagé avec ma femme depuis qu'on s'est mis ensemble, bah, du coup, on va dire, porter aussi une partie de l'effort d'épargne qu'il y avait à faire, puisque c'était assez catastrophique. Et là, je lui ai dit, il faut stopper l'hémorragie. Donc, ils ont vendu, ils ont arbitré. J'ai un peu poussé quand même. Et puis, le CGP à l'époque, pour te dire, le CGP, c'est le conseiller en gestion de patrimoine ou le banquier à l'époque, je ne sais plus qui, leur avait poussé ce produit, avait répondu à une question de ma femme qui était, est-ce que vous le feriez? Il avait dit non, moi je ferais du LMNP et j'achèterais donc dans l'ancien. Du coup, on a fait ça. On a acheté un premier studio en LMNP en 2009, un deuxième en 2010. Non, pardon, le premier en 2010, mais peu importe, le deuxième en 2011. On avait acheté notre résidence principale en 2008, 6 mois après que je sois rentré du Canada. Donc, tu vois, je venais à peine de finir mes études. Donc déjà, un pied dans l'immobilier, en tout cas la création de patrimoine assez tôt, et après des locaux commerciaux aussi pour nos activités e-commerce assez tôt, avec une création de SCI à l'IS. Très rapidement aussi, en 2013, ça fait 10 ans aujourd'hui qu'elle existe. Ok. Et aujourd'hui, vous avez combien de biens ? Une trentaine. Entre LMNP, un an de division, et SCI à l'IS. Voilà, on a des biens principalement en région toulousaine. Ouais, vous achetez que à Toulouse ? Pas que. Alors, on a une stratégie qui a vachement évolué dans le temps. Ok. Peut-être que je grille les étapes, mais en tout cas, on a voulu démarrer, nous, en se disant un truc que ne fait absolument jamais personne in fine, c'est acheter un bien pour y mettre ses enfants plus tard quand ils feront leurs études. Mais bon, en fait, les gens qui font ça le font en se disant je vais créer du patrimoine. Oui. En fait, l'excuse de se dire si nos enfants font leurs études là, déjà, c'est peu probable que les enfants fassent tous leurs études au même endroit. Ouais. C'est peu probable qu'il n'y ait pas de locataire à ce moment-là pour pouvoir le louer nickel. Et c'est peu probable qu'on ne puisse pas louer plus cher à un locataire qu'à son propre enfant aussi. Donc, il n'y a pas d'intérêt ni économique ni mathématique à faire ça. Et alors, comment on passe de 1 appart en 2010 à 30 apparts en 2023 ? On n'y passe pas de manière linéaire, parce que notre vie n'a pas du tout été linéaire, du fait notamment de projets entrepreneuriaux qui sont toujours assez en dents de scie, avec des gros swings, en bas comme en haut. Du coup, on a
acheté ces 2 premiers biens. On a laissé tourner un peu. On a acheté des locaux commerciaux, comme je disais, en 2013. Et entre 2013 et 2017, on a plutôt entrepris des projets entrepreneuriaux, comme son nom l'indique. Et du coup, si tu veux, on a laissé de côté l'immobilier. Okay. Et c'était pas du tout dans notre esprit. Enfin, on était focus business. Et puis en 2016, on plante la boîte. Donc on liquide, voilà, d'abord à l'amiable. Et puis au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Donc on se met en liquidation judiciaire. Bon, il restait pas grand-chose. On avait vraiment tout soldé pour rembourser tous les créanciers. Je reprends à titre personnel une dette, une caution BPI France qui avait moitié sur ma holding et moitié à titre personnel. BPI France avait 50% de caution et ma holding avec 50% de caution sur le prêt qu'on avait fait sur la boîte. Et je reprends la caution du coup, donc je règle tout ce que je peux et je reprends ces cautions à titre personnel. Okay. Donc le CIC, qui était la banque qui nous suivait à l'époque et qui nous suit d'ailleurs toujours principalement, me refait un crédit de restructuration à titre personnel sur 6 ans. Okay. Et donc là, j'assume pleinement d'avoir tout perdu, de m'être mis en liquidation. Et du coup, de devoir payer, je crois, 650 ou 700 euros par mois pendant 6 ans. Tu vois, à fond perdu, parce que clairement, tu payes pour un truc qui n'existe plus. Ouais. Et alors, comment tu fais pour rembourser ? Et donc, je rembourse on se remet salarié à cette époque. Okay. Voilà, ma femme était déjà redevenue salariée depuis quelques mois, parce qu'il fallait qu'on remplisse le frigo. En fait, tout ce qu'on avait amassé dans les activités précédentes, on a tout réinjecté dans cette boîte. Okay. On avait fait rentrer un investisseur qui était plutôt passif aussi, qui avait pris 25% du capital. Et au final, lui, il ne pouvait plus remettre au pot non plus parce qu'il avait des problématiques sur sa boîte principale, donc c'était compliqué. Donc voilà, plus personne ne pouvait remettre au pot. Nous, on avait vendu voitures, scooters, etc., tout ce qu'on pouvait. Il ne nous restait plus que la maison et ça, c'était hors de question de la vendre avec 3 enfants. Donc on a repris ce crédit et surtout des postes salariés. Ok. Et donc là, 2017, vous avez juste la maison ? Ouais. Et donc là, vous êtes passé... Maison et les appartes. Deux appartes. Les co-commerciaux, on les a vendus entre-temps aussi parce que ça nous faisait une charge supplémentaire de crédit. Et même s'il y avait du loyer en face, il nous fallait quand même rajouter un petit peu de notre poche tous les mois. Donc, on ne pouvait pas. Donc, on a vendu aussi. On a perdu quand même 30 000 balles. On va dire mathématiquement, en tout cas, on a vendu 30 000 de moins qu'on avait acheté. Donc, et à partir de 2017, vous vous remettez à acheter des appartements ? Et à partir de 2017, je regarde en arrière et je me dis, on est en CDI. Donc, on a le fameux Graal français pour emprunter. On est en CDI. On a des salaires qui sont corrects, puisqu'on avait quand même de fortes expertises à vendre à des boîtes. Et les taux sont hyper bas. Ce qu'on n'avait pas vécu, parce que nous, quand on avait emprunté, les taux étaient à 5%. Donc, pour moi... En 2010, c'était à 5% ? Ouais, 2008, c'était à 5% la première fois. Et 2010, ça devait être à 4, 4,5%, un truc comme ça. C'est bien d'avoir l'historique aujourd'hui, parce qu'on dit que les taux sont très hauts, mais c'était déjà le cas il y a 15 ans. Ah ouais, totalement. Ouais. D'ailleurs, quand on a acheté notre résidence principale en 2008, les taux étaient à 5, on a renégocié 2-3 fois derrière. Ah ouais. Donc, si tu veux, quand je vois des taux comme ça, moi qui ne m'intéressais plus du tout au marché de l'immobilier, etc., je dis, attends, il y a double aubaine, CDI, salaire correct... L'autre, et puis on va dire les taux, troisième aubaine. Et la problématique, c'est par contre pas d'apport. Oui. Parce que du coup, il fallait qu'on se refasse la cerise. On avait tout perdu, donc très, très compliqué. Et l'aubaine supplémentaire étant qu'à cette époque-là, l'argent était gratuit et en plus, on nous le donnait avec pas trop finalement d'amorçage de levier, puisque tu pouvais emprunter facilement sans apport. Okay. Et là, je regarde dans le rétroviseur et je me dis, regarde, t'as tout perdu. Ce qui te reste, c'est quoi ? Que l'immobilier. Donc finalement, c'est la seule chose que tu as pu pérenniser dans le temps. Si tu en avais acheté ne serait-ce qu'un par an, peut-être qu'aujourd'hui, tu pourras en arbitrer un ou deux, te refaire un peu de capital et scaler un peu plus. Au final, on ne vend pas les appartements tout de suite, mais on se dit qu'on va essayer d'aller lever le maximum de dettes possible. Okay. Et donc, en 12 mois, on achète 11 biens. En 12 mois, vous achetez 11 appartes ? Ouais, assez vite. Parce qu'on a voulu faire cet effet de rattrapage, en fait. Tu sais, ce sentiment, des fois, ça arrive dans plein de domaines, ce sentiment de te dire, putain, mais si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça. Et ça, la banque vous prête à chaque fois, quoi. Les banques nous prêtent à chaque fois. C'est la subtilité, c'est les banques nous prêtent à chaque fois. C'est quoi la stratégie, là ? La stratégie, c'est que il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on peut pas dire, mais la stratégie principale, c'est grosso modo déjà forcément une banque, elle a un individu ou un ménage, et elle a un encours sur la tête d'un ménage ou d'un individu. Même si le directeur, la directrice d'agence
est à fond et veut vous suivre, il y a quand même une problématique de ratio qu'il faut respecter et de risque surtout, parce que la banque, en fait, ce qu'elle porte le plus, c'est du risque, toute sa vie, c'est son métier. Donc au bout d'un moment, c'est pas que vous êtes plus finançable, c'est que l'encours est trop gros sur votre tête et va trop vite aussi. Donc là, il faut aller sur une autre banque à côté, qui n'est pas forcément du même réseau, qui n'utilise pas les mêmes organismes de cautionnement, qui peut aussi prendre des garanties de manière différente et qui va aussi appréhender peut-être aussi votre profil de manière totalement différente. Donc il faut jouer sur le manque de communication entre les différentes agences ou les différentes banques. Non, ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Mais moi, je te donne un exemple en toute transparence. Quand tu signes 4 compromis dans un mois, clairement, tu n'es pas obligé de les donner tous à la même banque. On est d'accord. Enfin, tu peux en donner 2 à une banque et 2 à une autre, ou tu peux en donner 4 à 4 banques différentes. Ça, c'est au bon vouloir de chacun. Et tu penses que la relation avec ton banquier est importante? Tu l'invites à déjeuner, ton banquier? Clairement. Alors, pas tous. Je pense que moi, je suis... très business long terme de manière générale. Je suis quelqu'un qui est capable de faire beaucoup de sacrifices à court terme pour vraiment jouir des bénéfices à long terme. Bon, là, je suis plus dans une phase de consolidation maintenant, à l'approche de la quarantaine, où je me dis, il faut quand même que tu profites un peu et que tu arrêtes de faire des sacrifices. Donc, j'essaie de basculer un peu. Mais oui, clairement, je pense qu'il faut entretenir cette relation pour travailler sur long terme. Et c'est pas parce qu'une banque dit non aujourd'hui à un investisseur qu'elle va lui dire non dans 3 mois ou dans 6 mois ou plus tard. Et donc, cette relation, il ne faut pas la couper. C'est intéressant, Et donc aujourd'hui, tu disais 30 apparts, c'est ça, ou 30 biens? Ouais, une trentaine d'apparts. Ça représente quoi en termes de patrimoine, loyer, cash flow? Ça représente 5 millions d'euros bruts à peu près. Dedans, il y a une résidence principale qui pèse énormément, que j'inclus dedans, qui pour moi n'est absolument pas un passif. Il y a souvent ce clash, la résidence principale est un passif, l'investissement locatif est un actif. Comptablement parlant, tu sais très bien de quoi je parle. En fait, à partir du moment où tu détiens un bien, c'est un actif. Le simple fait de le détenir, même s'il crache rien, ça reste un actif. Ça fait partie de ton bilan comptable à toi personnel. Donc voilà, une résidence principale, ça s'apprécie aussi. Et quand ça se revend, en plus, ça se revend plutôt bien et avec une fiscalité plutôt intéressante. Donc ça reste un actif. Donc 5 millions d'euros bruts, il y a quand même de la dette. Alors 5 millions d'euros bruts, c'est du patrimoine immobilier. Il y a aussi un peu de patrimoine plutôt plus liquide. Mais c'est très focus immobilier. En loyer, ça représente un peu plus de 200 000 euros de loyer par an. Parce qu'on a des biens qui sont assez patrimoniaux quand même. Avec beaucoup, la stratégie au départ, c'était très hypercentre de Toulouse, notamment. Donc de faire des plus-values plutôt que de... plus-value latente à terme. On va dire appréciation du patrimoine dans le temps. Nous, on n'a jamais été en recherche de tout ce qui a été prôné là, ces 4-5 dernières années, qui était le cash flow à gogo. Et donc nous, on avait une stratégie qui était plutôt ce que je développe dans un livre que j'ai écrit là, en 2020, qui est l'enrichissement latent, qui est en fait justement le cumul de ce cash flow, des plus-values latentes à terme et du capital que tu amortis, parce que le vrai levier d'enrichissement, il est là en fait. Il est surtout dans le capital. Le fait de rembourser tes échéances par les loyers. Exactement, par des loyers. Alors attention, c'est toi qui dois rembourser les échéances, c'est pas le locataire. Souvent on dit c'est le locataire qui les rembourse, mais non, c'est toi qui les dois à la banque. Mais c'est grâce effectivement quand même à l'exploitation du bien. Yes. Et du coup, tu disais principalement à Toulouse, mais tu as investi ailleurs aussi? Principalement à Toulouse, en hypercentre, parce que c'était le début vraiment de notre stratégie. Et que c'est une stratégie très patrimoniale. Après, le problème, c'est que quand tu commences à avoir beaucoup de biens qui sont plutôt en autofinancement, si tu en as 10-15 en autofinancement, tu peux commencer des fois, si tu as quelques travaux à faire, si tu as, on va dire, un peu de vacances ou des choses comme ça. Alors la vacance, on l'a jamais connue, le locatif, parce que dans des emplacements premium, tu n'en as quasiment jamais. Mais bon, tu peux avoir des mauvaises surprises quand même, tu peux avoir des travaux, des choses à faire, d'entretien normal, surtout au bout de 10-15 ans. Et en fait, la problématique, c'est que plus tu multiplies le nombre de biens, et plus tu as d'efforts à faire, et plus tu dois sortir du cash. Et si c'est en autofinancement, c'est du cash que tu dois sortir d'ailleurs, et du coup, c'est pas le même silo. Donc on a décidé de s'ouvrir à des villes un peu plus moyennes, donc quand même 60-65 000 habitants, pas des villages, une demi-heure autour de Toulouse. Et là, on est allé chercher des rendements qui étaient supérieurs. Ce qui ne veut pas dire qu'à terme, on aura une rentabilité qui sera meilleure. En tout cas, le rendement instantané, lui, est supérieur. Ok. Et c'est marrant, tu es là, je pense, 5 ou 6e personne de ce podcast à nous dire que tu investis dans ta région natale ou au moins là où tu habites aujourd'hui. Comment tu expliques ce phénomène? Je dirais, peut-être il y a un élément de rassurance au départ. Je ne sais pas, on connaît son secteur, etc. Un deuxième élément qui est quand même la facilité en cas d'intervention. Moi, j'ai fait beaucoup de travaux moi-même au départ aussi. Donc, et tu vois, au début, j'habitais pas dans Toulouse. J'investissais en centre-ville de Toulouse. J'habitais à une demi-heure.
c'est bête, mais si tu vas dans un appart, que tu dois bidouiller 2-3 trucs et que tu as oublié ta visseuse chez toi, t'en as pour 1 heure, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, plutôt concentrer tout le parc, finalement, pour une meilleure gestion. Ouais. Parce que quand tu commences à multiplier les biens, nous, on n'a jamais délégué la gestion locative, notamment, parce qu'on n'a jamais trouvé, finalement, un acteur qui répondait aux besoins d'un investisseur locatif comme nous. Okay. On pourra en parler, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ce que j'essaie de proposer, du coup, à des clients, ce système de gestion. Mais grosso modo, tu vois, on a investi dans le sud du Portugal aussi, plus par appétence, parce que moi je suis d'origine portugaise et qu'on avait un petit réseau sur place et que c'était plus facile aussi, donc par opportunité également. Et là, c'est full délégué et ça se gère. Et d'ailleurs, les locations courte durée qu'on a en centre-ville de Toulouse sont full déléguées, et si elles étaient à Lyon ou à Nantes, ça se gérait absolument pareil. Ouais. Mais il y a ce côté peut-être un peu chauvin, je sais pas. Ok. Voilà. C'est marrant. Ah, tu fais de la courte durée aussi, pas que de la longue durée? Ouais, on a commencé d'ailleurs, enfin on n'a pas commencé comme ça, mais en tout cas, quand on a réenclenché en 2017, on a réenclenché pas mal avec de la courte durée. Ouais. Et alors, c'est quoi le mieux? C'était davantage l'Eldorado en 2018-2019, on va dire, que maintenant. La concurrence est phénoménale aujourd'hui, dans toutes les grandes villes, de toute façon. Si tu veux, 2019, il y avait 3000 logements en location courte durée. Aujourd'hui, il y en a 6005. Okay. Il y en a 6005, ça veut dire quoi? Il n'y a pas plus de voyageurs, a priori. Le business, c'est le même. Il y a beaucoup de clientèle business à Toulouse avec l'aéronautique, le pharmaceutique, le spatial. Okay. Le tourisme, c'est pas une ville très touristique. Le truc, c'est que concurrence augmente et du coup, tu es obligé de baisser tes prix parce que si tu veux louer, au bout d'un moment, il y a la mécanique de marché qui autorégule. Et donc, les taux d'occupation aussi baissent. Ouais. Donc, tu baisses ton prix, tu baisses ton taux d'occupation, c'est double peine. Ouais. Et ton chiffre d'affaires, in fine, il est moindre. Tes charges, c'est exactement les mêmes, voire plus conséquentes, parce qu'en location courte durée, c'est toi qui portes l'électricité. C'est toi qui portes Internet. Voilà, donc finalement, voilà, c'est quand même assez complexe. Et en plus, une mairie peut t'appeler une taxe d'habitation, même si aujourd'hui, elle est à disparaître en totalité, mais taxe d'habitation, voire logement vacant, parce qu'ils ont pas compris que tu faisais de la courte durée. Faut toujours se justifier. Là encore, j'ai reçu des courriers des impôts qui me demandent des taxes pour le logement vacant alors qu'ils sont à Airbnb depuis 4 ans, tu vois. Ok. Et voilà. Intéressant. On a quelques questions un peu ping-pong comme ça. Acheter d'abord sa résidence principale ou investissement locatif? Investissement locatif, résidence principale. Non, résidence principale. Ah oui, pourquoi? Ouais. Sécurité à long terme, je dirais, voilà. Plutôt le côté patrimonial du terme au sens propre. Ok. Avec ou sans travaux? Travaux. Pourquoi? Pour faire un bien à son goût, ou à celui en tout cas du marché, qui est attendu par le marché, et maîtriser ce que tu as derrière les murs. Ok. Louer en meublé ou en vide? Meublé au départ. Pourquoi? Pour des raisons fiscales, optimisation du LMNP. Ok. Grande ville ou ville limitrophe? Grande ville, clairement. Pourquoi? Liquidité. Ouais. Et gérer seul ou avec une agence? Tu as commencé à y répondre tout à l'heure. Gérer seul ou avec une bonne agence. Réponse orientée. C'est quoi les avantages que tu as à gérer seul directement, en direct? Apprentissage au départ. Les demandes que sont celles d'un locataire. Ouais. Mais aussi les demandes que sont celles d'un logement qui doit s'entretenir. Ouais, clairement. Ça marche. Du coup, sur 30 apparts, ça commence à faire pas mal de loyers, pas mal de revenus. On parle souvent de revenus passifs, mais c'est pas si passif que ça. Tu as eu quelques galères à nous raconter ou pas? Absolument pas passif. Alors, vraiment, l'immobilier, c'est absolument pas passif. D'ailleurs, je pense que l'immobilier, c'est vraiment très puissant comme moyen d'enrichissement, mais en aucun cas, ça doit être une finalité parce que il y a quand même plus tranquille pour vivre de rente plus tard. Et j'ai du mal, tu vois, à associer le mot rentier d'ailleurs à l'immobilier parce que même si t'as pas de dette et que t'as de l'immobilier, enfin, franchement, c'est quand même assez chronophage. Déjà, nous, on a beaucoup de petites surfaces. T'as beaucoup de locataires qui ont une vingtaine d'années. Donc, t'es un peu le papa et la maman ou le parrain et la marraine de tout le monde. C'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre problème qui, toi, te semble assez bénin, ça devient, tu vois, une montagne pour un gamin de 20 ans. Ouais. T'as une anecdote comme ça J'en ai plein. Moi, j'aime bien éduquer les locataires. Parce que, bon, je pense que je sais pas pourquoi, mais ça, tu vois, je pense que ça les fait grandir. Et surtout, toi, ça t'évite d'avoir un énième appel 3 mois après pour un sujet identique. Ouais. Je crois une anecdote.
un locataire qui m'appelle, qui me dit j'arrive plus à fermer l'appartement depuis l'intérieur, mais je peux le fermer depuis l'extérieur. Bon, je dis déjà c'est bien, parce que le contraire ça aurait été plus emmerdant. Au moins quand c'est ouvert t'es là. Il me dit est-ce que tu peux faire venir un serrurier? Je lui dis bien sûr, je vais faire venir un serrurier 300 balles. Non, donc je lui dis écoute, t'as un tournevis cruciforme? Oui. Déjà il savait ce que c'était un cruciforme, c'est bien. Je lui dis tu ouvres ta porte, tu filmes et je te montre comment on fait. Et donc du coup ça m'a pris un quart d'heure. Je lui ai montré, je lui ai dit voilà comment tu l'enlèves, tu vas dans le magasin de quincaillerie du coin et tu achètes ça et tu remplaces. Et le mec était trop content parce que moi ça m'a pris un quart d'heure de temps, ça m'a coûté rien du tout à part un appel et un quart d'heure de mon temps. Lui il s'est outillé un peu, tu vois, il a compris comment ça marchait et du coup il sait changer une serrure et ça lui arrivera forcément dans sa vie de devoir changer une serrure, tu vois. Donc voilà, je suis plus dans ce mood. Okay. Mais ça prend du temps, tu vois. Ça ouais, mais c'est pas quelque chose qu'aurait pu faire une agence pour le coup. En fait, une agence, elle aurait fait quoi? Elle aurait pris son annuaire, serrurier. Je m'en fous, c'est pas moi qui paye, donc en fait, je vais pas négocier à sa place. J'envoie le serrurier et j'envoie la facture au propriétaire qui m'a signé un mandat et qui m'autorise de toute façon à dépenser telle somme pour lui. Donc voilà. Yes. J'ai cru comprendre que tu étais un peu joueur de poker aussi. Il y a des similitudes entre joueur de poker et investisseur dans l'immobilier? Ouais, je l'ai été. Pourquoi t'as arrêté? J'ai arrêté parce que j'ai rencontré ma femme autour d'une table de poker. C'est énorme. Vous jouiez à la même table et c'est comme ça que vous êtes rencontrés? Ouais, en live, on jouait. Oui, il y a des similitudes, clairement. Avec l'investissement, d'ailleurs, de manière générale, il y a le goût du risque. Ça c'est certain. Après il y a des joueurs de poker qui n'aiment pas forcément le risque aussi et qui sont plutôt conservateurs dans leur manière de jouer, comme des investisseurs aussi qui sont plus conservateurs que d'autres. Moi c'est clair, goût du risque, un petit peu aussi école de la vie, dans le sens où ça c'est un peu de manière un peu plus large. Autour d'une table de poker tu as à peu près tous les profils. T'as le mec qui est un peu tout foufou et qui est juste là pour s'amuser. T'as le financier, tu vois, qui comprend comment ça fonctionne et qui est là pour gagner du pognon, calculer. T'as le mec qui vient blanchir un peu de pognon parce qu'il a dealé un peu de drogue. Et t'as le geek qui d'habitude joue, tu vois, derrière un ordinateur, mais qui là s'est dit je vais m'essayer en live. T'as vraiment tout. Et t'as le mec qui est au RSA, qui en fait essaie de tout faire quoi pour récupérer un peu de pognon autrement. Et puis t'as le mec qui est là pour flamber, qui est plein de pognon, et tu vois, le chef d'entreprise comme des salariés. Je trouve que c'est une bonne école de la vie. Voilà. Et ça dans l'entrepreneuriat, les mêmes profils dans l'immobilier? Dans l'immobilier, pas forcément, mais dans l'entrepreneuriat, tu le retrouves. Déjà, quand tu gères des équipes, tu retrouves plein de profils. Et tu retrouves aussi dans tes clients. Finalement, tes clientes, tu peux avoir de tous les types de profils. Et ça te permet, je trouve, d'être un peu plus caméléon que tu vois, le fait de pas jouer au poker et justement de pas connaître un peu toutes ces situations et de pas anticiper les réactions de l'autre aussi en fonction de d'où il vient, quoi, tu vois, son boulot, son milieu social, voilà. Ça marche. Et ça t'a aidé dans les négos avec les vendeurs, les agents immobiliers ou les trucs comme ça? Non, je pense pas. Je suis pas un excellent négociateur, honnêtement. Ah ouais? Non. En fait, j'aime bien me répéter, peut-être à tort, que je pense qu'il vaut mieux faire une affaire qu'attendre une bonne affaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans l'immobilier qui ne passent pas à l'action et qui procrastinent beaucoup sous prétexte qu'ils ne trouvent pas la bonne affaire. Déjà, une bonne affaire, c'est hyper subjectif et relatif à tes objectifs, ton horizon et ta stratégie à toi. Toi, tu peux acheter un truc, ça peut être une bonne affaire pour toi, et moi, je peux ne pas la trouver bonne affaire et vice-versa. Et je pense que le levier de l'immobilier, comme je le disais, je pense que c'est vraiment le remboursement du capital du crédit que tu vas emprunter et donc du levier que tu vas faire. Et donc, du coup, ça, c'est pas 10 000 euros d'économie sur un bien sur 25 ans qui va vraiment faire la différence. Tu vois. Donc, je pense que les gens, des fois, se trompent de combat un peu et devraient juste acheter et pas trop regarder le prix ou pas essayer de négocier. C'est intéressant. Et même dans la période actuelle où les taux sont plus hauts qu'il y a 3 ans, mais à peu près au même niveau qu'il y a 15 ans, quoi. Tu considères que aujourd'hui, dans le marché actuel, c'est toujours hyper intéressant d'utiliser cet effet de levier et de continuer à investir? C'est sûr que mathématiquement, il y a une prime au cash actuellement, avec des taux à 4 ou 4,5, contrairement à quand l'argent était quasi gratuit, à 1 ou 1,5. Il y a une prime au cash. Donc, en fait, il y a un juste équilibre à trouver. Cette prime au cash? En fait, il y a un juste équilibre à trouver. Si tu prends un tableau Excel, les chiffres parleront d'eux-mêmes. Il y a une variable d'ajustement qui est l'apport au départ ou l'effort d'épargne chaque mois. Quand tu mets en place, je parle pour un investissement locatif. La résidence principale, c'est notre sujet. Sur le locatif, le but de tout le monde, c'est que ça coûte rien. Donc, le but ultime du rentier, c'est que ça fasse du
cash flow, entre guillemets. On va dire qu'aujourd'hui, maintenant, l'objectif, c'est déjà d'être en autofinancement. Ce qu'on appelle autofinancement, c'est juste que tous tes revenus lissent finalement tes charges et que tu n'aies pas d'effort d'épargne à faire. Ouais. Sauf que dans une grande ville, aujourd'hui, c'est impossible, à moins de mettre beaucoup d'apports. Beaucoup, ça veut dire 30-40% parfois du montant du bien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est mathématique, c'est des chiffres et il n'y a pas de secret. Si tu fais pas l'effort, maintenant, tu le feras plus tard aussi et vice-versa. C'est comme les impôts. Si tu les payes pas tout de suite, tu les paieras plus tard. Tu les payes toujours. Ça roule. Est-ce qu'en conclusion, si tu pourrais nous donner un conseil, demain, si je veux me lancer dans l'investissement immobilier, c'est quoi le premier conseil que tu donnerais ? Je crois qu'un premier investissement, ça doit être un investissement sécure qui doit rassurer. Okay. Il y a 2 écoles là-dessus. Moi, je suis plus de cette école-là. Il y a une autre école qui peut te dire investis dans un bien qui te génère une trésorerie excédentaire, le fameux cash flow, parce que ça va te générer de la capacité d'épargne supplémentaire, de la capacité d'emprunt, ou d'épargne d'ailleurs, pareil, supplémentaire. Donc la banque sera plus à même de te financer sur un second ou troisième projet, etc. Ouais. Moi, je trouve que c'est vrai quand on parle de grosses sommes. Mais c'est pas vrai quand tu fais 30 euros de cash flow. Ouais. Parce qu'en fait, 30 euros de cash flow, si tu prends le ratio HCSF, c'est 10 euros de capacité d'emprunt en plus. C'est pas ça qui va qui est game changer et qui va dire à la banque, waouh, génial, votre truc il est super, vous avez triplé vos revenus, donc on va vous prêter un max. Non. Est-ce que tu as des prochains projets IMO en vue ? Alors, en 2023, je m'étais dit que j'achetais rien. J'en ai déjà acheté quelques-uns par opportunité. Donc, mais je suis plus dans cette phase-là. Je suis vraiment dans une phase de consolidation. J'ai des activités de marchand de biens depuis 4 ans aussi que je développe, donc sur différentes structures. Donc, on est plus dans de l'achat pour revendre et puis refaire d'autres projets et démultiplier les projets comme ça. Donc, avec de la plus-value plutôt court terme. Okay. Et là, c'est quand même une approche totalement différente, même au niveau de la dette. Et après, à titre patrimonial, on est plus maintenant on a toujours été un peu dans l'affect. Tu vois, on n'a jamais acheté des trucs, par exemple, dans des grosses barres d'immeubles années 70, toutes bétonnées, ou années 60. C'est pas du tout notre truc. On est plus vieille pierre, joli centre-ville, beau patrimoine. Et là, quand on achète, c'est juste ça nous plaît. Ou tu vois, le dernier qu'on vient d'acheter, c'est un T3 en cœur d'une ville moyenne, mais il a une terrasse. Et en fait, c'est le T3 qui a la terrasse dans le quartier, quoi. Okay. Voilà. Et c'est plus ce genre de bien qu'on est à même d'acheter aujourd'hui. C'est pas les moins chers, c'est pas les plus rentables, mais en tout cas, c'est ceux qui seront les plus liquides certainement et qui feront la différence aussi sur le marché. Et puis tu te fais marrer un petit peu aussi, quoi. Ouais, puis voilà, tu te dis, ok, j'ai le bien qui a la terrasse, quoi. Merci beaucoup en tout cas pour tes réponses et d'avoir pris le temps. Je t'en prie. Et puis à l'année prochaine. Ouais, merci beaucoup Raphaël. À toutes. Ciao.